Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices. Bonjour Romuald. Bonjour Lilou. Comment vas-tu? Super bien. Je suis contente de te voir en vrai. J'ai presque envie de lui serrer comme ça la joue. T'as un visage sympathique Romuald. Ça me fait plaisir de te voir en personne. Merci. Et de pouvoir traiter d'un sujet, un livre que tu as sorti d'ailleurs il y a 4 ans maintenant. Plus de 4 ans avec Jocelyn Morisson, Ce souvenir du futur. Hein, c'est ça, Ce souvenir du futur? Non, j'ai oublié un mot. C'est Ce souvenir du futur, c'est guider son avenir par les synchronicités. C'est ça. Et ça me fait bien plaisir de te voir. Tu es, je le rappelle, mais beaucoup de personnes te connaissent parce que tes derniers ouvrages ont quand même beaucoup impacté, on va dire, la société ou certaines personnes qui sont à la recherche de ce genre de contenu, et au-delà même. Tu as fait quelques percées, tu es intéressé par... passionné, je devrais dire. Passionné, absolument passionné par le chamanisme amazonien. Tu as fait beaucoup de recherches en ethnobiologie, c'est ça? Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, ce que je voulais vraiment affiner avec toi, c'est ce livre et ce sujet du futur que je trouve passionnant et qui va loin et qui peut aller très loin quand on peut se rendre compte et quand on se rend compte qu'on peut impacter notre destin, que le futur n'est pas figé, qu'il est modulable et qu'on a la possibilité de créer et de participer à cette réalité-là, de co-créer cette réalité-là, comme j'aime bien, tu sais, commencer mes interviews là-dessus. Et donc, ouais, c'est un livre que j'ai trouvé fort intéressant. Et parce qu'il faut pouvoir démarrer de quelque part, tu vois, forcément. Et moi, j'ai bien aimé un moment quand tu dis, j'avais envie de démarrer par ça, où tu dis, la conscience est vraiment un point, c'est aveugle à la science, ou je ne sais plus comment tu sors ça. C'est quelque chose dont la science ne prend pas en compte. Tu vois, et qui, finalement, à partir du moment qu'on comprend que l'observateur, enfin la personne, c'est qu'on voit notre réalité en fonction de qui on est, déjà, ça change pas mal de choses. Parce que là, on va aborder un sujet, vous allez peut-être avoir des nœuds au cerveau, il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin de cette interview, chers co-créateurs, parce que c'est dense, ça se pratique, ça s'expérimente. Restez avec nous jusqu'au bout, parce qu'il y a énormément d'informations qui vont ressortir, d'où ma longue intro, mais c'est important. Donc tu vois, parlons conscience au début pour un peu poser le scénario, le tableau, ou de comprendre cette différence-là, ou en tout cas ce que la science ne prend pas en compte aujourd'hui pour pouvoir entendre ce qui suit peut-être. Bien sûr. Le problème de la conscience, le grand problème de la conscience, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas en fait qu'est-ce que la conscience et comment elle est produite. La plupart des scientifiques matérialistes pensent que la conscience est générée par notre activité cérébrale, mais la conscience ne peut pas se résumer en fait à cette expression. La conscience, j'aurais tendance à dire que c'est l'expérience dans laquelle on vit, c'est aussi donc la réalité. Et l'observation, même dans la physique quantique, nous montre ça. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, déjà depuis de nombreuses années, que l'observateur est hyper important pour ce qu'on appelle densifier la réalité, si tu veux. Dans la physique quantique, il y a cette expérience qui est l'expérience des doubles fentes. Tu vois, selon le choix de l'expérienceur, de l'observateur, soit on va avoir une onde, soit on va avoir une corpuscule, tu vois. Mais le rôle de la conscience est fondamental. Ça va tellement loin qu'aujourd'hui, il y a même une expérience au Caltech qui va être réalisée là, pour essayer de savoir si la réalité existe sans un observateur conscient. Et si on arrive à prouver ça dans les quelques mois qui viennent, ça serait vraiment une révolution, parce que ça veut dire que la réalité physique dans laquelle on vit est une réalité psychique au final, collective, d'où l'idée de co-création bien évidemment. Ouais, et que c'est dans l'expérimentation qu'elle se produit, enfin qu'elle devient... C'est à partir de ce moment-là qu'on peut interagir. Ouais. Attends, donc ça veut dire, parce qu'à un moment tu nous dis le temps, parce qu'on va parler de rétrocausalité, c'est-à-dire de la causalité inversée. Quand tu nous parles du temps, tu dis à un moment, il n'existe pas, il est illusion. Bon, placé hors contexte, on peut un petit peu être perdu là-dessus, parce qu'on a vraiment l'expérience d'avoir ce passé, ce présent, ce futur qu'on est en train de vivre ou qu'on va vivre. Comment... C'est comme si tout ça était d'un bloc, que c'était la même chose finalement, ou comment? Voilà, c'est ça en fait. Si tu veux, l'idée, c'est quand on dit le temps n'existe pas, c'est une illusion. Ce qui est une illusion, c'est la sérialité, c'est-à-dire le temps linéaire que nous on perçoit, par exemple, uniquement en allant du passé vers le futur. C'est-à-dire la flèche du temps des physiciens. De gauche à droite. Voilà, c'est ça. En fait, la physique a clairement prouvé, notamment Einstein, a prouvé que le temps existe de façon simultanée. C'est-à-dire le passé existe encore, le présent existe, mais le futur existe aussi.
Là où ça a été nouveau dans les recherches sur la rétrocausalité, c'est on s'est rendu compte en fait que cet espace-temps, il était flexible, qui bougeait. Donc il y avait possibilité de changer effectivement son futur et de recevoir de l'information du futur. Mais je pense que c'est important de resituer comment moi j'ai découvert ça. J'ai découvert en Amazonie, auprès d'un chaman. Qui s'appelait Don Mais c'est Ernesto. pas toi qui l'as découvert, on est d'accord qu'en 1950, il y a un monsieur Beauregard qui a travaillé Costa au de CNRS Beauregard, bien sûr. pendant plus Bien de sûr. 40 ans, Bien sûr. directeur du CNRS même, qui a Bien sûr. découvert ça. Bien sûr. Donc toi, tu as été au contact de ça spontanément. En fait, moi j'ai découvert ça en Amazonie pour la filiation des idées, si tu veux. Et je ne connaissais pas à l'époque Costa de Beauregard. J'ai lu ses travaux après. J'ai rencontré aussi ensuite Philippe Guillemant, qui lui travaillait aussi sur ces idées de rétrocausalité, de double causalité. On a beaucoup échangé, on est devenus amis, on a travaillé ensemble aussi à un moment. Mais c'était après. Moi, j'ai découvert la rétrocausalité dans la jungle avec un chaman en 2007 qui s'appelait Don Ernesto parce que mon guide local m'avait dit, toi qui t'intéresses un peu au pouvoir psy des chamans, là-bas sur le Rio Caleria, il y a un chaman qui a la possibilité, la capacité de lire l'avenir en fait, de créer des rêves prémonitoires. Donc j'ai pris ma pirogue avec mon guide, on est allé sur le Rio Caleria, on a rencontré Don Ernesto. On a sympathisé avec beaucoup d'humour et tout ça. Et je suis resté en fait plusieurs mois à travailler avec lui. Ouais. Après quelques purges. Oui, bien sûr, quelques diètes, quelques dont purges. des très puissantes, parce que vous vous connaissiez quand même, Ouais. donc tu as pu expérimenter des choses, on va dire, beaucoup plus fortes que des personnes. C'est surtout que ces l'art. expériences, même ces expériences de vision, on utilisait là-bas le breuvage visionnaire ayahuasca, qui est un breuvage traditionnel à l'Amazonie et qui est endémique aussi à cette région, si tu veux. Et Don Ernesto, un jour, je vais raconter cette anecdote parce qu'elle est juste incroyable quand même, et elle montre bien le type de vision dans lequel on peut aller, et surtout comment ça modifie la vision qu'on peut avoir de soi-même et de la réalité. Et comment ça t'a aidé dans tes recherches? Mais bien sûr. Parce qu'avant, moi, j'avais une vision très matérialiste, il faut le savoir. J'étais quelqu'un de très, On s'en rend pas compte comme ça. très carré, très matérialiste. Et j'ai vraiment eu un cheminement qui m'a amené vers la spiritualité parce que c'est par expérience, en découvrant des choses. Ouais. Donc ce jour-là, j'étais chez Don Ernesto et puis il y a un Canadien qui vient comme ça, sur un sentier dans la jungle, comme ça, puis qui nous dit, est-ce que je peux rester avec vous pour prendre l'ayahuasca? Don Ernesto lui dit, oui, tu peux rester, tu vas faire un petit nettoyage pendant 2-3 jours et puis tu vas pouvoir prendre l'ayahuasca avec nous. Nettoyage, ça correspond à peu près à un jeûne. Ouais, c'est ça, c'est un petit jeûne, une diète. C'est pas vraiment un jeûne, il y a quand même de l'alimentation, mais on enlève les graisses, les sucres, enfin tout ça, quoi. Donc ce soir-là, on prend l'ayahuasca, on n'était que 3, il y avait Ernesto, moi, et puis le Canadien qui était en face, à 5-6 mètres de moi. Je rappelle qu'on est dans le noir, et qu'on prend notre breuvage chacun. Je ferme les yeux, je suis dans ma propre subjectivité, et je me vois un moment dans les visions en train de flotter comme ça, d'une sorte de vortex avec des couleurs magnifiques, des patterns de couleurs. Et puis je vois le Canadien qui flotte sur le dos comme ça et qui me regarde, comme s'il faisait la planche en fait. Je suis c'est quand même incroyable et tout. Puis après ça, le scénario change. Mais le lendemain matin, on discute de nos visions et moi je dis ouais c'est marrant, hier soir je me suis vu en train de descendre dans un vortex et l'autre me dit que ça. Ah oui, je t'ai doublé. Je t'ai doublé. Ça a été, je pense, l'expérience qui m'a le plus fracassé mon modèle matérialiste. Parce que comment, alors qu'on était chacun dans notre propre subjectivité, qui est censée être la boîte noire de l'intimité d'un être humain, c'est quand même sa subjectivité, c'est le je, c'est le moi, comment on avait pu partager une expérience collective, en fait, alors qu'on était chacun dans sa propre subjectivité. Donc à partir de là, j'ai travaillé avec Ernesto qui m'a montré qu'en fait c'était quelque chose de très connu chez les chamans et qu'il y a même une tribu qui s'appelle les Uniquin en Amazonie, sur le Rio Purus, qui utilisait ces bulles de vision collective pour aller chercher des informations dans le futur. En fait. Bien sûr. Voilà. Passionnant. Et là, donc, comment tu t'es débrouillé pour mieux comprendre le phénomène et en arriver jusqu'à écrire un livre? Alors Ernesto me dit, parce que je voulais apprendre, mais je ne comprenais rien, parce que je n'avais aucune notion de rétrocausalité, donc je ne comprenais rien du tout. Et Ernesto me dit, écoute, je vais t'expliquer comment créer un rêve prémonitoire. Il me dit, tu vas prendre un élément, une image, dans un de tes rêves que tu vas faire, là, et prends une image qui te marque, et tu vas demander ensuite de la voir se réaliser dans la réalité physique, dans le futur. J'ai dit, c'est quand même fou son histoire. Demander à qui? Demander à l'univers, en fait. Voilà. Donc, je dis, OK, mais c'est marrant, parce que la nuit d'après, je fais un rêve qui est très fort, où je vois un jaguar, en fait, en rêve, qui met sa patte sur un tas de pièces d'or, comme ça, avec des yeux rouges, et puis des dents assez Pas facile à manifester dans la réalité, ça. Mais carrément. Et moi, je prends ça. Tu vois, je prends ça, je le note. Puis après, je me dis, mais c'est stupide. Autant y aller fort. Mais c'est stupide. Je dis, tu croiseras pas de jaguar dans la forêt, on n'en croise jamais, parce que ce sont des animaux très craintifs. Et si on tombe sur un jaguar, c'est pas une belle rencontre, c'est dangereux. Quoi.
Donc je me dis, c'est un peu stupide, donc j'oublie ce truc-là, j'y pense plus. Et j'avais mis un timing de 15 jours pour voir se réaliser cette apparition, cette matérialisation dans la réalité. Oui, parce que c'est bien de définir dans le temps. Bien sûr, très important. Et donc, si tu veux, j'oublie ce truc-là, et le hasard fait que je dois reprendre, enfin le hasard entre guillemets, je dois reprendre la pirogue pour retourner en zone urbaine à Pucallpa, donc en Amazonie péruvienne. Et là, en ville, lorsque j'étais à l'arrière d'un motocarros, tu vois, donc un taxi-moto. Ou un tuk-tuk un peu. Voilà, exactement, c'est ça. Hein. Et puis là, à un moment, au détour d'une rue, je vois une énorme affiche pour une banque péruvienne, un truc super ostentatoire, comme ils savent si bien faire au Pérou, avec marqué Banco del Crédito del Pérou et le Jaguar, avec exactement le même que mon rêve, le Jaguar avec ses yeux rouges, la patte sur un tas de pièces d'or, sur une affiche en 6x12, tu vois. Et là, je me dis, là, j'éclate de rire. J'ai une joie qui monte, j'éclate de rire parce que je repense à mon rêve. Je dis, mais c'est l'image de ton rêve. Tu vois. Donc, je suis retourné ensuite aller revoir Ernesto dans la jungle et je lui ai expliqué ce rêve. Et Ernesto me dit, mais c'est simple. Quand tu as vu le Jaguar sur l'affiche, il me dit, tu as repensé à ton rêve. Ben, j'ai dit oui, naturellement, j'ai repensé à mon rêve. Mais il me dit, quand tu as repensé à ton rêve du futur, tu as envoyé l'information dans ton rêve dans le passé 15 jours avant. En fait, ça fait une boucle, une time loops, une boucle temporelle, en fait. La conscience, la mémoire, en fait, le processus cognitif de mémoire est un processus qui peut aller dans les deux sens de la flèche du temps. C'est ça. Voilà. Le temps a donc deux sens. Un sens, le sens normal qu'on connaît, chronos. Et le sens kéros, c'est ça, celui qui est plus à la verticale finalement. Exactement. Où le passé, présent, futur. Donc finalement, c'est vrai, c'est le sens des flèches, c'est deux sens différents de voir le temps. Donc on peut dire qu'en tant qu'être humain, on peut se positionner à deux niveaux différents par rapport au temps. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur cette planète qui fonctionnent en kéros et d'autres qui fonctionnent en chronos. Les peuples premiers fonctionnent toujours en kéros parce que eux, par quelque chose de très matérialiste et de très empirique, au final, ils ont observé leur environnement. Et la nature est cyclique. Le temps de la nature est cyclique. Les saisons, les reproductions des cycles des animaux, tout ça, c'est des cycles. Donc les peuples natifs, partout sur la planète, ont tous une conception du temps qui est une conception de kéros, une conception circulaire de la temporalité. Donc, de son futur, on crée en se souvenant, finalement, parce que là, tu t'es souvenu de ton futur. Oui, c'est ça. Ou c'est toi, dans ton présent, qui a émis cette image vers le futur. C'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est-à-dire que quand on est dans une boucle temporelle, il y a ce qu'on appelle le bas de la boucle qui est dans le passé, et puis le haut de la boucle qui est dans le futur. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est faire communiquer les deux. Et en fait, moi, quand j'ai compris ça... Faire la boucle, quoi. Quand j'ai compris comment boucler la boucle, en fait... tu vas nous l'expliquer. Voilà. Moi, après, j'ai décidé de travailler vraiment à plein temps sur ça. Voilà. Et quand je suis rentré en France... Ah oui, c'était digne de ton intérêt, là, tu t'es dit. Là, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc à creuser incroyable, parce que si on est capable, en fait, de communiquer avec son moi du futur, c'est juste vertigineux d'arriver à avoir des informations de soi-même à soi-même. Un de ces mois du futur, puisqu'on est d'accord que des millions de possibilités coexistent. Oui. Le futur, en fait... Ernesto, pour représenter le temps, il avait une vision qui était super intéressante. Il parlait d'un serpent. Il disait, en fait, le passé lointain, ça serait la queue du serpent. Au niveau du cou, ça serait le présent. Mais il disait, le futur, il faut imaginer un serpent avec une infinité de têtes. Voilà. Parce que, en fait, le futur, il existe, mais sous forme de potentialité, de potentiel. C'est ça. Et toute l'influence de la conscience, c'est d'arriver à densifier des lignes temporelles qui sont intentionnées et conscientisées. Voilà, parce qu'il existe multiples lignes temporelles. Ce sont ça, les lignes temporelles, c'est-à-dire c'est des lignes de possibilités. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est à nous de les choisir ou elles viennent à nous en fonction de notre état de conscience et notre état d'éveil et de nos blocages qui ont été libérés, etc. Parce que tu vois, le potentiel peut être plus ou moins grand quand même. Mais quand on est inconscient de ce phénomène, on vit sa vie au hasard. C'est-à-dire qu'après, c'est un peu comme, on peut prendre la métaphore d'un GPS. Quand tu es en voiture, que tu n'as pas de GPS, et voilà, tu vas prendre la voiture, tu vas te retrouver dans des bouchons, par exemple. Tu vois. Si tu as un GPS... il va te dire, attention, là, il y a des bouchons, passe plutôt par là, tu vois, donc ça switch. Les synchronicités, par exemple, dont on va parler après, elles servent à faire switcher les lignes temporelles, si tu veux. Elles donnent des indicateurs, mais quand même, à un moment, on met de la conscience, on choisit, dans le protocole, et on va en parler, ou dans les étapes, en tous les cas, ou comment déclencher ça, à un moment, il y a quand même, une intention, il y a quelque chose de notre présent, quand même, qui va, en fonction de là où on en est, de notre évolution, etc.,
envoyer quand même un signal ou se rappeler. Oui, parce que ouais, voilà, c'est dans quel état de conscience on va créer ce futur ou on va se souvenir de ce futur. Souvent, les gens ont beaucoup de synchronicité quand ils sont dans des phases de leur vie où ils sont en mutation, en fait. Ouais. Hein, soit ils vont switcher de travail, soit ça va pas forcément bien dans leur couple et c'est en train déjà du futur, si tu veux, d'agir, tu vois. Donc, ouais. y a beaucoup de gens qui ont des synchronicités parce qu'en fait, ils sont dans des moments de transition dans leur vie. Oui. Parce que ça s'active. Ça veut dire quoi, ces synchronicités à ce moment-là? C'est parce qu'en fait, le futur déjà réalisé renvoie de l'information du futur et donc commence déjà à faire bouger les lignes temporelles. Comme l'intuition, d'ailleurs. Voilà, c'est des signes, en fait. Ouais. Ça crée une guidance, les synchronicités, si tu veux. Ouais. Ah ouais. Et ces synchronicités, toi, tu les définis comment alors? Parce que j'ai vu à un moment le terme qui était intéressant de synchromédecine. Oui. C'est-à-dire vraiment des synchronicités pour guérir. Donc il peut y avoir des synchronicités pour plein de choses finalement. Bah, on en arrive même final, à penser. Vraiment, ouais. On en arrive même à penser à se dire que vraisemblablement c'est même une dynamique du vivant en biologie. On pense que la rétrocausalité, que l'influence du futur, on cherche peut-être même pas dans la bonne direction quand on cherche l'origine de la vie. Peut-être qu'elle se situe pas dans le passé. Peut-être qu'elle se situe dans le futur. Ouais. Il y a Tu certainement dois avoir des conversations bien tripantes avec Philippe Guillemot et d'autres, toi. Oui. Oui. Ah ouais. Et Ouais. ouais. Et qu'est-ce qui permet d'avancer ça ou de penser ça? Mais en fait, c'est deux visions en biologie même qui s'opposent. Hein. Au départ, on a une vision darwinienne, aléatoire, des mutations du vivant, si tu veux. Et puis on a une autre alternative qui était ce qu'on appelle le vitalisme, c'est-à-dire de penser qu'il y a une finalité du vivant, une finalité de l'espèce dans le futur, et qui téléguide en fait depuis le futur l'évolution dans le passé des êtres vivants. Or, ces deux modèles-là, ils ont toujours été en opposition. Mais si on met de la rétrocausalité dedans, ça peut fonctionner, parce qu'on peut avoir effectivement des attracteurs dans le futur de l'espèce, qui sont des attracteurs de rétrocausalité. Et puis, dans le passé, l'aléatoire darwinien, en fait, il sert de support à cette influence du futur. Parce qu'en fait, le support... Je lui avais dit que ça allait faire quelques petits nœuds, mais Le ça support va venir. C'est pour ça qu'il faut lire le livre aussi, hein, pour que ça apprenne bien et Le support de notre l'expérimenter. conscience, c'est le hasard, en fait. Le hasard est indispensable. Pour moi, le hasard, c'est la dynamique du réel. C'est ce qui permet, en fait, que notre conscience soit co-créatrice de la réalité, voilà, collectivement. Le hasard est indispensable. En fait, moi, je me suis Le chaos est indispensable. Mais bien sûr. Je me suis intéressé à ça parce que, la dernière fois que j'ai vu Ernesto, parce qu'il était très âgé, il m'a dit un truc qui a ensuite dirigé toutes mes recherches. Il m'a dit, tu sais, Romuald, l'expérience que tu as fait avec le rêve prémonitoire, à travers les rêves, mais tu sais, la réalité, c'est exactement pareil. Elle est aussi malléable que les rêves. Ouais, c'est fou. Hein. Et donc, après, je me suis intéressé à essayer de créer des synchronicités. Voilà. Ouais. Et tu as un petit jeu d'ailleurs pour bien voir comment les synchronicités existent avec ces fameuses cartes ou images à créer dans 2 paquets que tu enseignes notamment dans tes stages. Hein. De tas d'images qui n'ont rien à voir entre elles, des animaux, des archétypes. Oui, en fait... Tu peux nous expliquer un petit peu, parce que c'est là où on va les vivre, les synchronicités, parce que finalement, on a beau en parler, on parle quand même d'expérimenter. Hein. C'est clair. Voilà, donc on a un petit truc pour vous. Mais en fait, il faut remonter à l'origine de tout ça, c'est-à-dire que quand je suis revenu en France, je me suis dit, c'était en 2013, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de créer des synchronicités? Ouais. Alors je me suis dit, comment faire? Parce qu'il n'y avait pas de mode d'emploi, il n'y avait rien à l'époque. Donc on était vraiment dans une expérience complètement pionnière, si tu veux. Donc je me suis dit, comment faire? J'ai décidé, comme ça intuitivement, de me faire une espèce de jeu de hasard, comme ça. Donc j'ai découpé 50 animaux, dans un petit catalogue, et puis j'ai découpé aussi 50 symboles. Pourquoi des animaux? Parce qu'Ernesto disait que même si nous sommes des modernes qui vivons en zone urbaine, on est pré-câblés pour, façon subliminale, apercevoir des animaux dans notre environnement. Et puis j'ai pris des symboles, parce que pour moi, je pense que les symboles sont le ciment de notre réalité. Voilà. Donc j'ai dit, on va essayer avec ça. Donc j'avais mis 50 animaux et 50 symboles dans 2 boîtes séparées. Et la première fois, c'était donc en janvier 2013. Je tire 2 cartes, enfin 2 animaux au début. Je me dis, mince, je tire un rat et un hérisson. Je dis, il m'en faut aucun, donc je vais prendre juste le rat. Et puis dans la boîte des symboles, je tire le cristal. Je dis, ok, je vais mettre un timing, je vais voir ça se réaliser dans la réalité, de voir apparaître ces 2 éléments ou un de ces 2 éléments dans la réalité sous 15 jours. Ensemble ou séparément. Je ferme mon cahier, j'oublie. 10 minutes après, j'y pensais plus, parce que je ne croyais pas du tout que ça pouvait marcher, cette expérience.
Et donc, je prends... C'est important de le noter quand même. C'est très vrai important. Que le mental, après, peut nous faire des tours. Mais tu vas voir, je t'expliquais pourquoi il faut le noter. Donc, c'est tout. Je referme mon cahier, puis j'oublie vraiment. Mais c'était quand même consigné, c'était écrit quelque part. Je prends ma télécommande qui était sur mon canapé. Elle me glisse des mains et elle tombe à la renverse comme ça et elle change le programme télévisé. Et là, on était à peu près 1 heure après que j'ai fait mon expérience, mon tirage. Et là, je vois apparaître sur l'écran de la télévision une chaîne de jeux vidéo où il y avait un rat avec des cristaux de quartz sur le dos comme un hérisson. C'est-à-dire que tout ce qui était rentré dans ma conscience au niveau du tirage, les 3 images avaient fusionné en fait. Ouais. Et là, j'ai été époustouflé parce que je me suis dit, je me souviens, je suis sorti dehors, il pleuvait ce soir-là, j'ai éclaté de rire dans mon jardin parce que ce que j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, ce qu'on croit être séparé, c'est-à-dire le sujet que je suis et la réalité physique qui est censée être un objet, ça n'existait plus en fait. Si tu veux, il y avait eu vraiment il y avait quelque chose de très non-duel. D'un seul coup, je percevais que en fait, la séparation sujet-objet n'existait pas en fait. C'est trippant, hein. Complètement. Ça peut aller jusqu'où tout ça? Parce qu'une fois qu'on commence à pratiquer, on va parler de ces pratiques, mais jusqu'où ça va? Moi, j'ai travaillé ça pendant 3 ans avec beaucoup de prudence parce que je voulais pas non plus, je voulais pas switcher, parce que quand on commence à travailler avec les synchronicités, il faut être prudent. Parce qu'on a tendance aussi à en voir partout et c'est pas forcément des vraies synchronicités quand c'est comme ça, tu vois. Et puis on peut jouer un petit peu aux apprentis sorciers ou en tout cas des fois un petit peu jouer avec des choses qui sont au-delà de notre maîtrise ou de notre compréhension aussi, dans les lois universelles et autres, je suppose. Exactement. Donc il faut vraiment le faire avec une certaine éthique. Moi, je l'ai fait aussi de façon ludique. Donc c'est pour ça qu'on en est venu à faire un jeu, tu vois, qui s'appelle Synchronicity, avec un ami qui est un spécialiste de jeu qui vit en Belgique, qui est Philippe de Weiss, qui est venu me voir en me disant, il y a 2 ans, Romuald, j'aurais bien faire un jeu avec ton protocole. Et moi, j'avais dit non à l'époque. Je lui ai dit, bah non, je préfère que les gens bricolent eux-mêmes. Puis je me suis rendu compte que les gens bricolaient pas. Ils préféraient avoir un truc tout prêt. Donc je lui ai dit, écoute, ok, fais ton jeu, on va le faire ensemble. Et là où c'est super aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui ont fait ces expériences, tu vois. Au-delà des dogmes scientifiques, au-delà de savoir si c'est possible ou pas possible, on a un jeu qui permet à n'importe qui, même quelqu'un qui ne connaît pas la physique, qui ne connaît pas l'ethnologie, en fait, les gens créent des synchronicités en famille, quoi, tu vois. Donc les conditions pour créer des synchronicités de manière générale, ce sont quoi? C'est de mettre une définition dans le temps. Voilà. Il faut tirer 2 éléments au hasard. On va aller un peu plus loin dans la rétrocausalité, mais pour l'instant, juste les synchronicités, pour un peu zoomer là-dessus. Il faut juste tirer un symbole et un animal. Ensuite, ou penser à 2 choses, on peut le faire aussi de tête ou pas? Oui, on peut le faire aussi de tête, mais c'est un autre exercice. Ça, c'est un exercice de méditation. Donc, une fois qu'on a noté ces 2 symboles, on met un timing. Voilà. Pourquoi il faut mettre un timing? Ça, c'est très important. Vous mettez 1 semaine, 10 jours. Parce qu'il y a des gens, en fait, des fois, ils m'envoient un message en me disant bah, ça fait 10 jours et j'ai pas eu ma synchronicité. Qu'est-ce que je dois faire? Je leur dis faites-en une autre. C'est que ça n'a pas fonctionné. Souvent, dans le quart d'heure qui suit, on m'envoie un message en me disant c'est incroyable, je viens d'avoir ma synchronicité, comment c'est possible? Mais en fait, les gens ont vraiment lâché prise. Parce que comme ils ont pensé que c'était terminé, truc de lâcher prise, parce qu'en fait, c'est compliqué, parce que pour voir une synchronicité se manifester dans la réalité, il faut bien sûr avoir conscience qu'on recherche quand même quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est important de le consigner dans un cahier et de refermer le cahier. Mais il faut avoir une attention flottante, parce que si on est focalisé, il n'y a pas cette plasticité du réel qui permet en fait de manifester la synchronicité. Si vous restez focal, vous n'allez pas avoir une synchronicité. Ça serait une fausse synchronicité parce que ça sera une synchronicité dirigée ou créée. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous tirez une carte qui a la baleine, vous vous dites ok, je dois avoir une baleine d'ici demain soir. Si vous rentrez chez vous et que vous mettez toutes les chaînes à la suite, Ushuaïa mature, planète, vous allez voir une baleine. Et ça forcément c'est pas une synchronicité. Voilà. Voilà. Puis vibratoirement on le sent aussi quand même. Ouais, hein, ça si doit on peut parler surprendre. vibration ici. Bien sûr. J'ai quand même interviewé sur ton autre livre, tout est relié. Ouais, c'est ça, il y a des vibrations. Cet univers est fait de vibrations. Oui. Donc là, quand on voit une synchronicité, ça a du sens pour nous, mais pas forcément pour les autres d'ailleurs. Ça a un sens. Ça parle déjà à soi-même, ça c'est clair. Ça vibre pas pareil non plus. Pas pareil, ouais. Quand on a une vraie synchronicité, il y a un effet de surprise. Ouais. Et ça génère toujours de la joie et de l'humour. Ouais. Parce que c'est tellement farceur des fois que forcément il y a un sourire qui monte, de la joie. On a l'impression que l'univers joue avec vous. C'est comme ça arrive souvent au cinéma. En même temps, on joue avec. C'est ça qui est bon. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, je pense que quand on devient joueur aussi, prêt à expérimenter, à tester, c'est un jeu cosmique. L'univers aussi nous renvoie ça et dans le coup, on s'amuse beaucoup plus, non? Complètement.
Mais est-ce que tu pourrais revenir juste sur d'aller trop loin ou les difficultés, juste le mentionner, parce que tu as dû expérimenter des choses, justement, je veux dire, des conseils par rapport à ça, parce que je suppose que maintenant, avec 4 ans de recul aussi, tu as eu les retours des lecteurs, des stages que tu fais, il y a eu tellement de questions, etc. Est-ce que tu as quand même des conseils qui sont importants à appliquer dans tout ça? Je pense qu'il faut déjà prendre tout ça avec légèreté. Voilà. Ouais. C'est important. Petit 1, c'est important ça. Il n'y a rien de dramatique, c'est quelque chose de joyeux. Quand ça arrive, ça surprend, mais ça surprend de façon positive. C'est toujours, waouh, c'est extraordinaire de voir cette interaction entre sa conscience et l'univers qui nous entoure. Le conseil que je donne souvent, c'est que il ne faut pas être focal. Il faut vraiment, c'est pour ça que je dis, prenez un cahier, essayez de consigner les choses et puis soyez dans une sorte d'oubli consenti. C'est-à-dire vous oubliez, mais en même temps, vous savez quand même au fond de vous-même que vous avez quelque chose à voir. La synchronicité, elle ne doit pas être recherchée, elle se manifeste spontanément. Donc il faut être attentif sans l'être, en fait. C'est un peu une espèce d'état paradoxal. Ouais. Et surtout, le lâcher-prise est super important. Et là, tu ne nous parles pas du tout d'émotion. Ce qui est intéressant. Si. Depuis maintenant, pour l'instant, dans cette conversation. Parce que c'est les émotions qui... C'est l'émotion qui crée la synchronicité. D'accord. Pourtant, tu nous parles de 2 images qu'on... Oui, mais l'émotion vient après, parce que quand on voit la synchronicité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un effet de sidération quand même, il y a un effet de stupeur et de joie qui est associé, si tu veux. Ah oui. Donc quand ça se produit, il y a quand même waouh. Quand ça se produit, mais quand on tire les 2 images, c'est-à-dire qu'on le vit déjà. Ben, alors ça peut arriver, parce que des fois des gens de mes ateliers, ils tirent des cartes, puis ils disent c'est marrant parce que ce motif-là, il me suit déjà depuis pas mal de temps. D'accord. Voilà, il y a déjà les synchronicités autour de ça. Et en fait, c'est logique parce que comme moi dans l'atelier, je fais en fait associer aux gens au tirage une intention. Comme cette intention, elle va se réaliser dans le futur, si tu veux, eh ben, y a déjà des redescentes d'informations, même bien avant l'atelier, si tu veux, bien avant que les gens tirent les cartes. Ouais. Mais ce que j'entends, c'est que comme c'est dans notre futur, finalement, l'émotion est dans le futur et pas forcément dans l'instant présent quand on va tirer ces cartes. Émotion, il y a juste cette... je suis en train de me ressouvenir du futur. Et finalement, il n'y a pas forcément besoin de l'émotion à ce stade-là. Si, en fait, si tu veux, moi, ce que je fais faire aux gens, moi, je leur demande de poser une intention pour le futur. Dans cette intention, forcément, il y a une dimension émotionnelle. Parce que quand on demande à quelqu'un, faites une intention, c'est comme faites un vœu, en fait. Mais quand on est devant le jet de la lampe, c'est très difficile, en fait. On s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est très difficile pour les gens. Tête de génie de la lampe, toi, maintenant que j'y pense. Hein. Je suis pas encore tout à fait bleu. Ouais, ça y est, je commence à avoir un visuel qui est intéressant là, pour mettre de l'émotion. Donc, si tu veux, les gens, à ce moment-là, quand ils vont former leur intention, il y a beaucoup d'émotions, parce qu'ils sont remués quand même. À un moment, ils se disent, bon, mais qu'est-ce que je dois demander? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux au final? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça permet de clarifier. C'est une sacrée question, ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Oui, d'où est-ce qu'on impose notre volonté ou est-ce que justement ça vient comme pour elle, clac, et ça nous descend dessus? Parce que ces moments de grâce, ils sont quand même, où quand ça vient et qu'on est un vaisseau ouvert aux suggestions de l'univers, quand même, c'est un autre degré de co-création, on va dire quand même. On est dans l'éveil quasiment. Là, on est vraiment dans le futur, justement. Il y a un éveil, il y a un éveil spirituel qui se crée quand c'est comme ça, pour moi. Enfin, ça a été mon cas en tout cas. Moi, ça a créé une ouverture incroyable. Parce que d'avoir, si tu veux, cette validation du futur, cette guidance du futur aussi de moi-même, parce que quand même les projets que moi j'avais intentionnés en 2017 par exemple, se sont tous réalisés là, tu vois. Tu vois, donc il y a vraiment une guidance et les synchronicités viennent un peu faire comme des petits cailloux du petit pousset, tu sais. Mais comment on peut savoir que c'est le mieux pour nous, tu vois? Ben ça évolue, hein, c'est pas un dogme, c'est pas figé. C'est-à-dire que tu vas émettre une intention, mais cette intention, grâce aux synchronicités notamment, elle se modifie, elle se recalibre, elle se modifie, si tu veux. Il y a une danse, il y a une danse qui se crée. C'est une danse, c'est beaucoup de fluidité dans tout ça, de toute façon. Exactement. Là, on n'est plus dans quelque chose de fixe où on s'impose. Bien sûr. Parce qu'une des clés pour que ça fonctionne quand même, c'est comme on disait tout à l'heure, le lâcher prise, de lâcher le mental. C'est pas quand même. Je veux dire, il y a des personnes qui doivent être plus facilement capables de faire ce genre d'exercice que d'autres, non? Alors des fois c'est paradoxal parce que des gens qui sont très matérialistes ont des résultats juste incroyables. L'autre jour, il y a un atelier, c'était avec le jeu Synchronicity. Il y a une dame qui avait posté quelque chose, elle avait mis un timing de 24 heures. Elle avait tiré une carte, l'animal c'était un hippocampe, et l'autre carte c'était 2 anneaux, 2 alliances. Et elle avait mis un timing de 24 heures pour voir une synchronicité autour de ces motifs-là.
Et en fait, le lendemain midi, elle a des amis qui venaient déjeuner chez elle. Elle était avec son mari. Et le couple leur offre un présent. Ce présent, quand ils ouvrent le cadeau, c'est vous savez, des bouchons qu'on remet sur les bouteilles. De vin. Ouais. Ouais. En fait, c'était un hippocampe avec 2 anneaux en dorure, tu vois, comme si c'était de l'or. Et la dame, elle avait marqué un commentaire sur mon Facebook en disant mais comment une telle magie peut-elle se produire sur un timing aussi court, quoi. Ouais. Plus c'est improbable. Et en fait, les gens qui font des paris comme ça, à dire je vais essayer de voir si ça marche sous 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, ils ont des résultats juste incroyables. Des gens qui, en fait, n'y croient pas. Parce qu'on n'a pas besoin d'y croire, c'est une expérience au final, c'est pas une croyance. Mais dans la vie, alors, parce que là, on parle animaux et symboles, mais alors dans la vie, ça donne quoi? Ben, dans la vie, si tu veux, après, moi, ce que je m'aperçois, c'est que cette guidance qui vient du futur de nous-mêmes, et pas que nous-mêmes, parce qu'il y a aussi le soi, il y a une partie de nous qui, dans le processus, vit et a toujours vécu en dehors du temps, qui est dans l'éternité. Oui, tu en parles de cette connaissance de soi qui est quand même essentielle. Là. Tu vois, c'est le soi, c'est ce que moi j'appelle la conscience extratemporelle, tu vois, qui est rétrocausale, que je parle dans le livre. C'est des termes un peu compliqués. Maintenant, j'essaie de les simplifier, de prendre des métaphores. Mais c'est pas l'âme. Non, c'est encore différent. Ouais. C'est une partie de nous qui vit en dehors du temps, naturellement, si tu veux. Je me souviens de Dolores Cannon, dans l'interview que j'avais fait d'elle, en parlait. Oui, exact. D'ailleurs, à un moment, au bout de cette hypnose régressive, elle en vient à ça pour vraiment demander quel est l'élément... la raison de cette maladie et soit justement donne cette info ou pas. Parce que là aussi, il y a un choix. Même à ce niveau-là, la conscience de soi, il y a un libre arbitre. Bien sûr. Le libre arbitre, je pense que c'est le cadeau le plus extraordinaire qu'on peut avoir en tant qu'être conscient. C'est d'avoir ce libre arbitre qui nous permet de faire des choix. Et ces choix vont déterminer justement les lignes de temporalité, si tu veux. C'est comme quand on reprend l'image du GPS. Bon, le GPS te propose d'aller sur une voie verte où il y a la voie rouge. Tu veux aller où? Si tu prends la voie rouge, tu vas aller sur une voie rouge. Si tu prends la voie verte, tu peux quand même avoir des facilités qui sont plus optimales, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment un GPS de la conscience, en fait, ces histoires de synchronicité, de rétrocausalité. Ouais. Donc, dans la vie de tous les jours, au niveau de notre travail, de la guérison, je dirais, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de... La guérison, il faut encore être prudent. Je pense que, après, ça c'est mon côté très scientifique qui parle, mais je pense que voilà, moi je suis en train de retravailler avec Jocelyn sur un prochain ouvrage où on va reprendre justement tous les prérequis de biologie nécessaires à essayer d'imaginer une vision du vivant qui soit basée sur la rétrocausalité. Ça sera l'objet de notre prochain ouvrage en commun, si tu veux. Et à partir de là, je pense que, comme tout bon scientifique, il faut qu'on imagine des expériences, tu vois, pour reprendre tout de A à Z. Et effectivement, si on arrive à prouver ces choses, pour la science, parce que là, on arrive à les prouver pour le commun, on va dire, mais pour les scientifiques, on a besoin d'un certain nombre de validations. Donc, on va essayer de travailler, imaginer des protocoles. Ouais. Voilà. Mais quand tu dis que beaucoup de choses que tu avais imaginées sont là, enfin, tu es en train de les vivre, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples dans ton quotidien pour qu'on voit à quoi ça ressemble? Écoute, au-delà du jaguar avec de l'or sous la patte. J'ai eu plein de synchronicités dans ma vie. Elles me guident régulièrement, mais il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Tu vois, ça dépend à quelles intentions elles sont liées. Tu vois. Moi, j'ai eu 2 décès dans ma famille l'année dernière. Mes parents sont décédés à 6 mois d'intervalle, si tu veux. J'ai passé un moment très très difficile parce qu'à ce moment-là, dans cette douleur, si tu veux, même tout ce que je connaissais, tout ce que j'ai appris, c'est comme si en fait tout avait volé en éclats. Tu vois, ça avait explosé. Parce que du coup, tout ce que moi je pensais être acquis, tout s'était écroulé et voilà. Et c'était très très difficile. J'ai eu comme 6 mois à remonter la pente, mais j'ai réussi à remonter la pente par une synchronicité, si tu veux, de ma maman, justement. Tu vois, je suis allé dans une... je devais aller à une exposition de mon ex-femme avec mon fils. On était pressés. Et sur la route, je vois une basilique, une église qui se trouve dans la Meuse, qui s'appelle Aviotte. Et je me dis, mais j'étais vraiment attiré comme un aimant. Alors, on n'avait vraiment pas le temps. Mon fils me dit, mais attends, papa, on n'a pas le temps. Je lui dis, mais je veux aller là-bas. Il me dit, on n'a pas le temps, on a attendu ça. Je lui dis, je sais pas, il faut que j'aille là-bas. Je vais là-bas, je garde ma voiture, on rentre dans l'église. Au début, je vois rien du tout. Je mets une bougie pour un cierge pour mes parents, et puis on ressort parce qu'on était pressés. Et je ne fais pas 10 mètres en sortant de l'église. J'ai dit non, il y a quelque chose, il faut que je rentre dedans. Donc mon fils me dit franchement t'exagères. Je retourne à l'intérieur et là je suis attiré par la chaire de vérité. C'est une sculpture je me suis renseigné depuis, qui date de 1538. Et cette sculpture en fait,
c'est un sosie de ma mère, tu vois. Et c'est juste incroyable parce que c'est pas juste une vague ressemblance, c'est une copie conforme de ma mère. Et ce jour-là, j'étais très très mal parce que j'étais en train de penser à elle et j'étais dans des doutes extrêmement profonds, tu vois. Donc ce signe est venu manifester non seulement sa présence pour moi, mais depuis, je vais beaucoup mieux, tu vois. J'ai réussi à... Ça m'a donné une énergie, une force incroyable, tu vois. Mais est-ce que tu avais émis l'intention de... et est-ce que tu pouvais ressentir que tu avais passé le deuil et que tu vivais quelque chose de beaucoup plus serein avec le passage, justement, de ta mère et que... Je ne l'avais pas émis, ça, en fait. Tu vois, donc il y a des synchronicités qui se manifestent aussi d'un ailleurs. On n'est pas toujours les pilotes de la synchronicité. Parce qu'il y a peut-être des gens là qui nous écoutent qui vont se dire oui, mais moi je vis des synchronicités, or je ne les provoque pas depuis des années. Ouais. Bien sûr, parce que je pense que la synchronicité, pour moi, c'est un peu un langage universel, tu vois. Oui, oui. Mais comme là, le contexte, on parle de ce livre, de se souvenir du futur, tu vois, c'est intéressant. Donc il peut y avoir des synchronicités du passé. Je veux dire, à quel point on peut influencer le passé aussi? Parce que si on parle du futur, qu'on va vers le présent, on peut peut-être imaginer que du présent au passé ou du futur au passé. On parle de reprogrammation du passé. C'est très peu abordé dans le livre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut et qu'il y a des suggestions que tu expliques? Il y a des synchronicités, clairement, elles se jouent de l'espace et du temps. Tu vois, elles peuvent s'articuler sur... elles peuvent se manifester par des choses qui sont distantes dans le temps et dans l'espace. Ouais. Sans aucun problème. Tu vois, il y a un atelier qu'on avait fait à Lyon. C'est important de donner des exemples. Tu vois, il y a un jeune, il dit, moi, j'y crois pas à votre truc. Je mets 1 heure après l'atelier pour voir ma synchronicité. Il avait tiré une carte avec un dragon, avec une forme particulière. Pour s'en souvenir, il l'avait pris en photo avec son téléphone portable avec le flash. Donc ça avait fait une tache de lumière au niveau du cou du dragon. On était en train de remballer l'atelier et je reçois un SMS au bout de 45 minutes à peu près. Et c'était lui qui me dit « Vous êtes un magicien ?» Je dis « Non, je ne suis pas un magicien. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore ?» Je le regarde. Et en fait, il avait fait la photographie d'un graphe dans le métro à Lyon qui avait non seulement la même forme et la même couleur que son dragon, mais au niveau de la tâche faite par le flash, il y avait une sphère de proportion gardée, si tu veux, de même proportion, d'une tache blanche. Tu vois. Ce qui est intéressant de se dire, c'est OK, donc ce jeune homme, il a eu sa synchronicité 45 minutes après l'atelier, mais au-delà de ça, depuis combien de temps le graphe, il était dans le métro? 6 mois, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce qui a influencé l'artiste? Tu vois? Ça devient trippant. Hein. Mais complètement. Ça crée des montages à travers le temps, à travers l'espace, des influences qu'on ne peut même pas soupçonner, tu vois. Parce qu'en dessous, je pense, de cette réalité qui est là, censée être physique, il y a une matrice, si tu veux, où tout est interconnecté, tout est relié, en fait. Et qui est intemporel. Et qui est intemporel. Et j'ai cru comprendre que parce qu'avec Guilmant, et t'en parles énormément dans le Philippe Guilmant, dans ton livre, il est énormément mentionné. Alors que toi-même, cette information-là, tu l'as vécue et après il y a eu d'autres choses de fait. Mais c'est vrai que c'était important pour toi de parler de lui. Ben Philippe, si tu veux, quand moi j'avais ces expériences d'Ernesto, si tu veux, mais j'avais pas de modèle, j'avais pas de cadre pour comprendre tout ça. Et quand je lis en fait La Route du Temps de Philippe, c'était en 2012, et je tombe de ma chaise. Et je lui dis mais c'est exactement le modèle de physique qui peut exister, qui peut expliquer les expériences que j'ai eues avec Ernesto. Donc je prends contact avec lui, on est devenus très vite amis parce qu'on avait beaucoup de choses à échanger, et c'est comme ça que le lien s'est tissé. Alors je trouve intéressant un moment, et je reviens dessus parce que tu parlais du New Age un moment dans le livre, et j'ai trouvé ça presque surprenant dans ce livre de voir une attaque au New Age. C'est Jocelyn, c'est pas moi. Ah, ça balance, Jocelyn. C'est pas moi, c'est Jocelyn. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, c'est vrai que le secret qui a été visionné en 2006, non mais c'est vrai que le secret visionné en 2006 n'était qu'un faible aperçu du potentiel, j'ai envie de dire, de cette loi universelle qui est la loi d'attraction, de créer sa réalité. Et je trouve que même si des gens, au cours de leur création, tu vois, le font maladroitement ou naïvement, ou pour d'autres raisons, peut-être en effet plus américaines que d'autres, je trouve ça dommage de ne pas voir que finalement, on est aussi ça et on va vers ça grâce à une ouverture qui s'est passée aussi par des films comme ça, tu vois, ou des échanges. Ça a créé une énorme ouverture. Je me souviens aux États-Unis à l'époque où j'habitais, l'ouverture que ça a créé chez les gens. Alors, ça a été dévié, bien sûr, d'une manière matérialiste et autres.
sans aucun doute. Mais le fait d'ouvrir que nous créons notre réalité, tu vois, ça a été des aperçus et je trouve que le français a plus tendance à faire ça, c'est-à-dire un peu enfoncer, alors que l'américain va se dire, ok, ça et ça, c'est pas bien. Tu vois, j'ai croisé ce matin un américain dans l'ascenseur et je lui ai dit, oh, quand même, les chambres de cet hôtel, elles sont un peu petites, l'ascenseur, il est un peu réduit. Et je sais comment, pour eux que c'est petit, tu vois, parce qu'on le sait avec les espèces américaines. Puis il me répond, oui, mais c'est tellement bien situé. Ouais, et en fait, j'adore cet état d'esprit américain. Je suis de parents français et américaine, mais j'ai pu expérimenter les États-Unis, tu vois, et j'adore ce côté où ils ajoutent plutôt que de faire pouf parce que moi, je trouve qu'il y a quand même des points en commun, même si en effet vous allez beaucoup plus loin et c'est, tu vois, mais c'est dommage, je trouve, d'avoir. Je suis assez d'accord. Personnellement, s'il y avait une critique, ça aurait été plus par rapport à ça, parce que autant qu'il y a de l'amour dans tout livre, que là on sent un truc, on se dit mais il y a du jugement et c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Mais si tu veux, je pense que Jocelyn comme moi, si ça sera à réécrire, on ne le réécrirait pas pareil. Ouais. On le ferait on ferait vraiment de façon différente. Pourquoi ? Parce que si tu veux, nous, on s'est rendu compte que, effectivement, rien que le fait de visualiser son futur, tu vois, ouais. ça a une action attractive. Ouais. Ça crée déjà de la rétrocausalité. Ouais. Et au final, la loi de l'attraction, bien souvent, elle est très proche de la rétrocausalité, si tu veux. Mais c'est des paradigmes. Si elle est appliquée dans son essence, je pense que oui. Dans son essence, dans son essence, a été détourné. Ouais, c'est ça. C'est là où, C'est ça. Donc, moi, je ne suis pas tellement en clivage avec ces idées-là. Je me dis juste que c'est des paradigmes différents, parce que c'est vrai qu'en termes de physique, par exemple, les Américains ont un modèle différent de nous, qui est celle du multivers quantique, si tu veux, parce qu'eux, ils sont allés dans cette voie-là, qui vient d'un disciple d'Einstein qui s'appelait Hugh Everett. C'est la théorie des mondes multiples en physique quantique. Et c'est vrai. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Et alors que la rétrocausalité ou la double causalité a été articulée sur un autre paradigme qui est celui d'une économie en fait du multivers. C'est-à-dire que effectivement le multivers existe, mais sous forme de potentialité, pas sous forme de monde parallèle. Donc il y a une école très française, si tu veux, de la rétrocausalité. C'est un truc très français, la rétrocausalité. Mais c'est ça, je voulais demander justement si au niveau dans le monde entier, comment ça se diffusait tout ça. Parce que là, on parle du CRNRS. En 1950, c'était... Ils ne connaissent pas du tout. Alors tu me parles d'Ernst. Les anglo-saxons, en fait, en termes de physique, moi, scientifique je te parle, ne sont encore dans leur vision du multivers quantique d'Everett et n'ont pas encore bien intégré la rétrocausalité. Ça commence à s'ouvrir. Il y a quelques chercheurs qui commencent à comprendre le potentiel de la chose, mais pour l'instant, c'est pas encore tellement vulgarisé. Parce qu'à voir comment, tu vois, pour avoir fait des interviews à Hawaï et autres, pour voir comment ils sont ouverts et dans beaucoup d'endroits aux États-Unis à l'ayahuasca, même si c'est pas forcément lié, mais je veux dire, vu tu vois, des personnes et des courants de pensée là-bas, j'ai du mal à croire que personne n'a été exploré ces terrains-là. Moi, je suis le premier surtout surpris. Sur la côte ouest. Je suis le premier surpris. Ouais. Je me dis que c'est incroyable que ça n'a pas encore été investi par des personnalités. Bon, là, on va faire cocorico comme Joe Dispenza, qui serait. J'hallucine. Alors, il commence à y aller. Non, je peux te dire que Joe, quand il y a 12 ans, j'étais arrivée chez lui, je peux te dire qu'il a bien capté. Non, c'était complètement. J'ai jamais vécu ça de rentrer dans le rêve de quelqu'un. Ah ouais. Tu le sentais vibratoirement que j'étais physiquement dans le rêve. Il a bien compris le truc. Excellent. Ouais, il le maîtrise bien. Et d'ailleurs, mais il va pas l'enseigner comme ça. Tu vois, après, il y a différentes façons d'enseigner. Mais si, ça serait intéressant d'aller voir cette conversation avec lui. Ça sera peut-être l'objet d'une future interview avec lui. Avec grand plaisir. Ou d'une rencontre entre vous deux. Avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Romuald. Merci, Lilou. Merci pour cette passionnante conversation, interview. J'ai encore plein d'autres questions, mais on va se retrouver un autre jour. Avec grand plaisir. Pour que je puisse te serrer les pieds du loup. Et puis, on embrasse bien fort ton co-écrivain, Jocelyn Morisson, que j'adore aussi. Ouais. Et puis, vous, chers co-créateurs, vous nous regardez, oui, ça m'est arrivé, je vais plus vite, là, je suis déjà dans le futur. Attendez, j'ai raté. Non, bien évidemment, merci de regarder ces vidéos, de les partager à toutes les personnes pour qui vous pensez que ça pourra faire un impact, et puis surtout de lire le livre, parce que si vous allez plus loin, bien sûr que le livre est dans son information, il faut peut-être le lire même plusieurs fois. Il y a plusieurs grilles de lecture aussi, forcément, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Tu as les stages, tu as le jeu de synchronicité. Je mettrai tous ces liens en dessous. Et plein de belles choses pour vous dans vos vies. On vous embrasse très fort et je te dis merci, Romuald. Merci, Lilou. Ce souvenir du futur, au revoir.